Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce 19-20 en centre Val-de-Loire. Orléans s'est incliné face à Denain en finale de la Leaders Cup Pro B 98-87. Une double prolongation a été nécessaire pour faire pencher la balance du côté des nordistes. La saison des carnavals est lancée. À Jargeau, les festivités battent leur plein. Cet après-midi, l'événement a attiré plus de 10 000 curieux, déguisés ou non, venus admirer les chars. La nouvelle carte des zones défavorisées ne passe pas auprès des agriculteurs de la région. Nous en parlerons ce soir avec notre invité, Cédric Benoît. Il est président de la FDSEA, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Loiret. Je vous le disais en titre, les Orléanais ont été dominés par Denain en finale de la Leaders Cup Pro B 98-87. Favori de ce match, le club du Loiret a cédé après une double prolongation. Inès Lagdiri était sur place. On a vraiment eu droit à une superbe finale ici à la Disney Events Arena dans une ambiance explosive puisque beaucoup de supporters orléanais et denaisiens avaient fait le déplacement pour cette finale de Leaders Cup Pro B. Au bout du suspense, Denain-Voltaire arrache le titre 98-87 après 2 prolongations. L'OLB avait pourtant le match en main avec 5 points d'avance dans la première prolongation. Mais les Orléanais n'arrivent pas à tuer le match. Une fin de rencontre frustrante. On écoute Germain Castano, l'entraîneur de l'OLB. À la fin, on craque un petit peu en mettant que 3 points dans le dernier quart-temps et on craque complètement. C'est dommage parce qu'on l'avait dans les mains. Après, c'est un match qui doit nous servir absolument. Parce que nous, l'objectif, même si la Leaders Cup, on voulait se faire plaisir et on voulait offrir aux garçons. Moi, je suis triste pour les garçons et pour les Orléanais. Denain décroche la première Leaders Cup de son histoire et s'assure une place pour les prochains playoffs d'accession à la Pro A. En tête du championnat, Orléans a encore toutes ses chances d'y accéder. C'est le carnaval le plus connu de la région, le carnaval de Jargeau, au sud d'Orléans. Cet après-midi, plusieurs milliers de spectateurs ont accompagné le 2e défilé de la saison, parmi eux Alain Eudes et Xavier Nézé. À Jargeau, on ne plaisante pas avec la tradition du carnaval. Avant le défilé, il y a un rituel immuable. C'est une tradition, ça s'est toujours fait comme ça. C'est les Miss qui accompagnent les musiques et qui les accompagnent à leur char, pour ensuite démarrer le défilé tout à l'heure. Le thème de l'année se devine rapidement, c'est une plongée dans l'histoire, de l'homme de Cro-Magnon jusqu'à l'actualité du moment. Et tous les mélanges d'époque ou les anachronismes sont les bienvenus. Je suis le 5e mousquetaire, je suis Albert pour ceux qui connaissent les dessins animés. Moi je représente Napoléon. Voilà, avec toute sa campagne et... La campagne d'Égypte, si je comprends bien. Parce que normalement je devais défiler avec un autre char, mais maintenant on est un peu partout. Nous avons fait le Roi Soleil et nous sommes fait plaisir en faisant une petite caricature et une petite aparté pour notre cher et tendre président de la République. Voilà, on a voulu faire un petit peu sur son trône, en train d'essayer d'admirer une belle demoiselle, mais bon, il a l'air d'être plus intéressé par les fables de La Fontaine que par la dame avec ses petites gambettes. De gentilles caricatures en taille XXL qui ont nécessité près de 6 mois de travail pour des bénévoles attachés à la transmission du patrimoine carnavalesque. C'est quoi ce travail de tête en fait? C'est de perpétuer les anciennes traditions de carnaval. Donc on est là pour refaire des grosses têtes et animer notre commune. On a toujours autant de monde, donc, et ils sont toujours là, et nous aussi, donc on est contents. Et ça suffit chaque année au bonheur de 8 à 10 000 spectateurs conquis. Autre carnaval emblématique de la région, celui de Mantelan. Le plus vieux carnaval du centre Val-de-Loire en est à sa 128e édition. Plus de 6 000 personnes ont fait le déplacement pour admirer des chars décorés sous le thème du cinéma. C'est l'heure de votre série C'est vous qui le dites. L'épisode de ce dimanche soir est consacré au Salon de l'Agriculture qui ouvre ses portes dans quelques jours à Paris. Flavien Texier et Charles Krief se sont rendus dans une exploitation du Loiret à la rencontre de jeunes agriculteurs.
Nous sommes dans le Gâtinais sur une exploitation céréalière. Vous allez faire connaissance avec des jeunes agriculteurs du canton. Claire, Alexandra, Adeline, Pierrick. Ils nous parlent de leur quotidien et du salon parisien Parole de jeunes. Et ça s'appelle « C'est vous qui le dites ». Combien y a-t-il d'agriculteurs sur votre secteur? Alors, je vais vous répondre en termes d'adhérents. Au niveau donc, du Gâtinais Est, nous sommes 24 adhérents jeunes agriculteurs donc, de moins de 35 ans. Et au niveau du Loiret, nous sommes environ 190 adhérents. Quel est leur domaine d'activité? Quelle est leur spécialité? Donc, au niveau des spécialités agricoles sur le secteur, donc, la principale production est céréalière. Bon Charlie, t'es prêt? On fait le clap. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? Alors pour le moment, je n'exerce pas encore cette activité. Je l'exercerai à partir d'octobre, quand je reprendrai l'exploitation à la fin de l'activité de mon papa. Beaucoup d'agriculteurs sont obligés d'avoir 2 métiers pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? Donc je suis installée depuis 2008, donc voilà, j'entame la 10e année. Je suis installée à Melleroy, donc pas très loin d'ici. Donc je suis principalement en maraîchage biologique. Et après, sur l'exploitation, il y a aussi un élevage de poules pondeuses, des grandes cultures, céréales principalement, surface fourragère et un élevage de charolaises. Je suis éleveuse d'ânesses, donc dans le Loiret, dans le Gâtinais. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? Eh bien, cette année, ça va faire 9 ans que je suis installée. Charlie, il faut venir filmer. Charlie, c'était une vocation? Alors une vocation, peut-être pas forcément, mais en tout cas une envie de poursuivre ce qui a été fait de manière familiale. Voilà, souvent les exploitations, elles sont là depuis des générations. C'était une vocation. Ben oui, parce que je ne suis pas issue de parents agriculteurs. C'est vrai que je ne connaissais pas tellement le métier, en fait, je n'y ai pas grandi. Et par contre, j'avais envie de m'installer avec des ânes, des ânesses plus particulièrement, faire la traite, et puis pouvoir commercialiser mes produits en vente directe. Êtes-vous déjà allé au Salon de l'Agriculture? Qu'en pensez-vous? C'est vrai que c'est une très belle vitrine pour les agriculteurs aujourd'hui, mais en tant que professionnel, on préfère par exemple aller au Salon du matériel agricole ou au Sommet de l'élevage ou encore Innovagri à Outarville, qui nous est beaucoup plus utile. C'est mettre à l'honneur quand même notre système agricole français. Après, on est un peu dans le show quand même. J'y suis allée en tant qu'exposante il y a 2 ans. Et cette année, je réitère avec le stand et une ânesse. Ça coûte cher de participer? Ouais. C'est des stands qu'on paye plusieurs milliers d'euros. C'est un budget vraiment qu'il faut arriver à répercuter. Donc c'est pour ça que quand on a des choses à vendre, il faut essayer vraiment de mettre le paquet pour après faire connaître notre produit, pour que les gens puissent recommander derrière. Et votre tablette, il y a un truc hyper embêtant, c'est qu'à chaque fois, elle se met en veille et elle se remet sur la dernière question. C'est pas pratique. Bonjour Cédric Benoît, merci de nous avoir rejoints en plateau ce soir. Donc, vous êtes président de la FDSEA, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Loiret. Vous êtes aussi céréalier et betteravier. On vient de voir un reportage, le portrait de plusieurs jeunes agriculteurs. Vous connaissez cette problématique, s'installer quand on est jeune agriculteur, c'est difficile? Alors c'est difficile, d'autant plus dans la situation actuelle où je dirais que même ceux qui sont en place ont du mal à sortir un salaire de leur exploitation. C'est difficile parce qu'on a une déconnexion entre, d'une part, la valeur des exploitations et ce qu'on peut en sortir. Et on a peut-être une réflexion à avoir justement par rapport au financement, à la structuration des exploitations à l'avenir et à l'installation des jeunes. Dans quel format on peut les installer? Restez avec nous, Cédric Benoît. Je vous invite à présent à découvrir notre premier retour sur Info, un bilan de l'actualité de la semaine avec évidemment la grogne des agriculteurs, Bérénice Dufay. Et on commence avec l'opération coup de poing des agriculteurs sur l'A10. Une opération barrage filtrant pour dire non à la nouvelle cartographie des zones défavorisées. Un nouveau zonage prévu par Bruxelles et des subventions en moins pour les agriculteurs. Pour sensibiliser le gouvernement et le ministre de l'Agriculture, le seul moyen de se faire entendre, c'est d'impacter la population. Donc on le regrette, on ne le fait pas par plaisir, mais c'est nécessaire pour les éleveurs du Loiret. On restera jusqu'à temps qu'on ait une réponse claire du ministre. On ne veut pas un rendez-vous, on veut une réponse, on veut un engagement.
C'est 400 éleveurs dans le Loiret qui sont menacés, donc on restera aussi longtemps que nécessaire. On a prévu de quoi manger, de quoi dormir et de quoi s'échauffer. Grave crise à l'hôpital de Dreux qui perd son indépendance et qui se retrouve sous tutelle de l'Agence régionale de santé. 50 millions d'euros de déficit, des services comme le bloc opératoire et la réanimation qui pourraient disparaître. Le personnel est très inquiet. Tout est fait pour être comme si on était dans une entreprise. Nous, on pense à la CGT que l'hôpital n'est pas une entreprise. L'hôpital, c'est un service public. Sa première vocation, ce n'est pas d'être rentable. Coup de tonnerre à Belleville-sur-Loire. EDF envisagerait de construire une piscine géante de déchets nucléaires au cœur de la centrale. Le site de la Hague étant saturé, le bassin de stockage pourrait accueillir des combustibles hautement radioactifs. On appelle ça une piscine, mais c'est une poubelle. Une piscine d'entreposage, c'est une poubelle liquide où on met des combustibles irradiés hyper dangereux. Donc, si on met ça à Belleville, ça veut dire qu'on va en avoir encore pour plusieurs dizaines d'années. Et on termine avec les poubelles qui ne sont plus ramassées depuis quelques jours à Tours et dans l'agglomération tourangelle. Les agents de Tours Métropole Val-de-Loire sont en grève et ils dénoncent une nouvelle convention collective moins favorable que la précédente. On revient vers vous, Cédric Benoît. On vient de le voir, les agriculteurs se sont mobilisés au début de la semaine contre la nouvelle carte des zones défavorisées dans l'agriculture. Vendredi, la préfecture vous a empêché de manifester sur l'autoroute. Est-ce que vous espérez quand même obtenir gain de cause? Alors nous sommes montés au ministère mercredi, rencontrer la directrice de cabinet de Stéphane Travers, ainsi qu'un conseiller. On a eu une discussion franche, constructive. Maintenant, on a des équations qui ne sont pas faciles à résoudre. On a d'un côté Bruxelles, on a d'un autre côté un dossier qui a été très mal préparé par la France, puisque ce dossier il a été démarré il y a un an et demi à peu près, pour qu'on entende au mois de décembre nous dire de la part de Bruxelles, le ministère n'a pas pris les bons critères, etc. Je vais vous passer les détails techniques et revenir à une carte qui n'avait rien à voir à ce qui nous avait été présenté par Stéphane Le Foll au mois d'avril. On passe à présent à notre second retour sur Info, une fin de semaine marquée par plusieurs mobilisations. Avocats, greffiers, fonctionnaires, les magistrats se sont mobilisés jeudi contre la future réforme de la justice. Rassemblés sur les marches du palais de justice d'Orléans, ils protestent contre la diminution des moyens. Ce sont effectivement des mots durs, mais c'est à l'image de notre justice aujourd'hui, en totale déconfiture, avec des magistrats qui portent les dossiers à bout de bras, mais avec un constat aujourd'hui que ça ne fonctionne plus du tout. Lorsque vous devez attendre 2 ans pour avoir une décision judiciaire alors que les dossiers sont prêts à être jugés, c'est totalement inacceptable. Ça confine au déni de justice. Une salle pleine à craquer et une star de la soul en pleine forme. Jeudi soir, Lee Fitz a fait escale à l'Astrolabe. C'était le concert à ne pas rater. Pas de guerre des polices à Blois. Depuis 2016, les deux entités, la nationale et la municipale, travaillent ensemble, sans se marcher sur les pieds visiblement. Ils n'ont pas les mêmes prérogatives que nous, mais effectivement, oui, ils sont considérés comme des collègues. Ça arrive sur les manifestations, par exemple, ils viennent nous donner un coup de main pour faire de la circulation, parce qu'ils ne peuvent pas faire de maintien de l'ordre. Donc oui, on a un vrai partenariat avec eux, on les appelle en direct si on a besoin, et eux font la même chose, s'ils ont besoin en direct, ils peuvent nous appeler, voilà. Et on termine avec cet élan de solidarité. Ça s'est passé hier à Vierzon. Les habitants se sont déplacés pour soutenir la dernière librairie indépendante de la commune. Librairie dont la fermeture est inéluctable. Les commerces de proximité vont mal, on le sait très bien. En fait, on a une génération qui a du mal à venir à passer ce pas du commerce de proximité. Mais on a également aussi, effectivement, le numérique qui est en train de détruire le papier. Les éditeurs de presse peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils ont décidé de se lancer dans le numérique à tout va. Et on s'aperçoit qu'en fait, les gens maintenant qui sont des consommateurs très furtifs vont juste chercher l'essentiel sur le numérique sans aller chercher du contenu dans le papier. On vient de voir le cas de cette maison de la presse qui est menacée de fermeture, faute de clients. La fermeture des petits commerces dans les communes rurales comme celle-ci, c'est un sujet qui vous préoccupe? Alors évidemment, c'est un sujet de dynamique sociétale, sociologique. Le paradoxe, c'est qu'on voit ici des gens qui vont acheter par le e-commerce, il faut être clair, la numérisation, alors qu'un de nos gros problèmes au niveau ruralité, et ça a des conséquences aussi au niveau agricole, c'est le manque d'infrastructures pour tout ce qui est numérique.
c'est-à-dire débit Internet, réseau pour les téléphones portables. Et puis d'un autre côté, on sent bien une déshérence au niveau médical, puisqu'aujourd'hui, quand on est à la campagne, il y a aussi un problème de renouvellement des générations de médecins, de spécialistes, et que pour avoir un rendez-vous médical, souvent, c'est 6 mois, 1 an, voire plus. Et dans votre univers, dans le monde agricole, quelles conséquences ça peut avoir à vous? Par exemple, demain, on va avoir une dématérialisation totale de tout ce qui est comptabilité. On a déjà nos déclarations par rapport à la politique agricole commune, tout ce qui est réglementaire, qui est dématérialisé. Donc si on n'a pas de débit Internet suffisant, on ne peut pas accéder à tous ces services. Alors dans cette circonstance, on peut se poser la question, vivre à la campagne, est-ce que ça a encore du sens pour l'avenir? Quand on est agriculteur, c'est dans notre ADN. Mais je crois que si on veut vraiment avoir une vie dans les campagnes, je crois on a tous les mêmes devoirs vis-à-vis de l'impôt. Je crois qu'on est en droit d'avoir les mêmes prestations vis-à-vis, par exemple, du numérique en tant que Français. Le salon de l'agriculture, c'est la semaine prochaine. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Morose, c'est la 4e année en région centre de crise. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même face à une crise qu'on n'a jamais connue. Aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a les 3/4 des agriculteurs, des exploitations qui sont sans revenus. Je ne sais pas quelle sortie de crise on peut inventer, mais il va falloir qu'il y ait de l'action, sinon ça pourrait très mal tourner. Merci beaucoup d'avoir été en direct sur notre plateau ce soir. Merci. Une visite insolite s'est déroulée cet après-midi dans les rues de Bourges, à la découverte de l'histoire des grands magasins. Ils étaient une centaine à s'intéresser à cette épopée verrouillère qui a marqué les façades du centre-ville au début du XXe siècle. Aline Mettet, Guillaume Souda. On passe devant sans même s'en apercevoir. Voici les Dames de France sur la place Planchat. La façade affiche toujours les symboles du commerce. Un peu plus loin, les nouvelles galeries dans la rue Moyenne et juste en face, Aubrun, un grand magasin 100% berruillé dans le style art déco. Des bâtiments construits au début du XXe siècle, à la belle époque, et qui n'ont presque pas changé. Aujourd'hui, la visite de ces monuments attire les curieux et les nostalgiques. J'allais plutôt chez Aubrun et aux galeries où il y avait un grand escalier monumental. Donc on montait cet escalier, c'est vrai que c'était un coup d'œil, il y avait un coup d'œil aussi. Voilà, puis des beaux produits, des produits de qualité. Chaque étage était bien délimité, ce qu'on voit plus aujourd'hui en fait compte, puisque bon, c'est divisé par les racheteurs, les gens qui ont racheté. De grandes verrières, un immense escalier aujourd'hui disparu qui dessert chaque étage, de nombreux articles sur 3000 m² pour attirer les acheteurs qui sont maintenant considérés comme des clients rois. En 1928, un incendie ravage les nouvelles galeries et se propage même à d'autres boutiques. Le bâtiment sera vite reconstruit. À chaque fois, ces grands magasins reproduisent la même architecture, inspirée du Bon Marché à Paris. Et bien sûr, ils se font concurrence. Plan triangulaire avec l'entrée principale exactement là où elle est maintenant. Alors l'entrée actuelle a été adaptée à la nouvelle enseigne. Les deux enseignes face à face ici, c'est quand même le Printemps et les Galeries Lafayette qui se tirent dans les pattes. Voilà. C'est un mini Paris en fait là. C'est un mini Paris, oui. Exactement. En fait, les grands magasins parisiens se rendent compte à un moment donné qu'il va falloir contenter aussi une clientèle provinciale et ils viennent s'installer ici assez vite. La révolution industrielle a amené ces transformations commerciales au cœur des villes comme Bourges. Aujourd'hui, c'est la révolution numérique qui change notre façon d'acheter ou de faire du lèche-vitrine. Les serveurs et les barmen de la région seront à l'honneur mercredi prochain à Argenton-sur-Creuse. À cette occasion, le concours Georges Baptiste récompensera les meilleurs d'entre eux. Christine Launay, Isabelle Racine. Dresser et servir un poulet, c'est l'une des 7 épreuves auxquelles Tom devra bientôt se soumettre. Et le jeune élève de terminale a 15 minutes. Top chrono pour le réaliser. Sur cette épreuve-là, en fait, on leur demande de faire une découpe originale et non pas une découpe classique. Donc classiquement, on aurait coupé les cuisses et puis les deux blancs. Alors que là, le côté original permet aux élèves et aux candidats du coup de s'approprier la technique et puis de faire un petit peu, pas comme bon leur semble, mais comme ils le sentent en quelque sorte. Et les dernières minutes sont assez dures, mais non, ça va le faire avec un peu d'entraînement. Ça va, je vais y arriver. Après la découpe, place à Valentin pour la préparation d'un cocktail composé de scotch, de sucre, de jus de citron et de blanc d'œuf. Donc première étape, tu te souviens, on rafraîchit les verres justement pour que lui ne réchauffe pas le cocktail au moment où tu vas le verser.
Tom et Valentin se destinent à être maîtres d'hôtel, serveurs, barman, des métiers moins prisés des émissions de télé que la cuisine. Et pourtant, l'un est bien le corollaire de l'autre. Je pense que l'idée de cuisiner est beaucoup plus ancrée dans notre façon de faire à la maison que l'idée de servir. Et pourtant, c'est deux métiers complètement complémentaires. Hein. Un bon cuisinier peut faire le meilleur des plats. S'il est mal servi, le client ne reviendra pas au restaurant. Donc c'est très important aussi cette partie de service, d'avoir le bon geste, d'avoir le bon mot et d'avoir la bonne présentation pour mettre en valeur justement le travail des cuisiniers. En salle, on est aussi parfois un peu cuisinier. Il reste quelques jours seulement aux 11 candidats avant la finale régionale pour réussir ce dessert de poire fraîche aromatisé au sirop de coquelicot. C'est bon les garçons? Bon, il n'y a plus qu'à servir les clients et on leur souhaite un bon appétit surtout. Connaissez-vous le kinball? C'était un sport à découvrir à Tours aujourd'hui. Jean-Paul Baume, François-Xavier Mauvray. Un petit fruit, une pastèque. Le kinball a été créé en 1987 par un groupe d'éducateurs physiques québécois baptisé Omnikin. Omni en latin signifie tout ou toujours et kin désigne le mouvement. Une partie se joue à 3 équipes de 4 joueurs sur un terrain de 21 mètres de côté avec un ballon d'1,22 m de diamètre. C'est un petit peu le principe de la passe à 10, le ballon ne doit pas toucher le sol. Donc il y a une équipe offensive qui doit frapper la balle. Voilà. Donc auparavant, il y a une équipe qui est désignée, les bleus par exemple. Donc on annonce Omnikin bleu, ça veut dire que les bleus, c'est à eux de récupérer la balle. L'équipe à l'offensive envoie la balle et les bleus doivent récupérer la balle avant qu'elle touche par terre. Les manches se jouent en 13 points gagnants. La première équipe a gagné 2 manches, remporte le match. Le club de Tours est jeune, il participe à ses premiers championnats de France. Les garçons, comme les filles qui jouent ici contre Angers et Le Mans, sont encore là pour apprendre. On essaye par des petits ajustements de trouver de quoi mettre des points, de quoi faire mieux, et puis de gagner le match quand même, parce qu'il n'est pas fini. Surtout vous êtes chez vous là. Bah, c'est ça. Donc on a intérêt à être bon quand même. Qu'est-ce qui fait une bonne joueuse ou un bon joueur? Je pense l'esprit d'équipe et avoir un bon réflexe, parce que moi c'est ce qui me manque, c'est par exemple la balle, on voit qu'elle arrive et aller dans la bonne direction, se replacer automatiquement, voilà, être dynamique, vraiment. Le kinball est un sport en expansion qui compte 15 à 20 000 pratiquants en France, dont 500 licenciés dans une trentaine de clubs. La région Centre-Val de Loire n'en compte qu'un seul, le Tours Kinball Club. Je vous rappelle la principale information de ce journal. Orléans s'est incliné face à Denain en finale de la Leaders Cup Pro B 98-87. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, le Journal National. Passez une belle soirée.